Comme disait Stephen Hawking, l'intelligence, c'est de s'adapter au changement. Vous écoutez Think and Fight, le podcast. Je suis David Sabatier, avocat et associé du cabinet 1862 et fondateur du think tank Think and Fight qui réunit des experts reconnus en droit, en fiscalité, en économie, en ressources humaines, en financement et en analyse financière afin d'anticiper les conséquences de la crise du Covid-19 et de produire des recommandations concrètes et directes pour les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Christophe Plou, président de la société HRS, en compagnie de Marie Hambrook, présidente d'Atorus Exécutif. D'accord, donc Christophe Plou, 54 ans, nouvellement dirigeant d'Hermétique Réfrigération Service, qui est déjà un peu une vieille dame d'ailleurs, parce que c'est une entreprise qui date de 69. Voilà, donc qui a fait 3 générations et qui a connu exactement ce qui se passe. Donc la première crée, la deuxième développe. Voilà, donc moi je viens après et je suis premier nom de la famille, on va dire. Bon, j'ai quand même regardé les raisons du plantage avant de me lancer là-dedans. C'était pas du tout des raisons liées au positionnement. Je connaissais cette entreprise parce que j'en ai été le client depuis 93 et je l'avais trouvé. Déjà, j'avais l'intuition que c'était une entreprise extrêmement novatrice. Et le fait est que la vision de la première génération et de ceux qui l'ont fondée, je dirais qu'elle n'a pas pris une ride et qu'elle est devenue même encore plus moderne. Voilà. Sinon, auparavant, j'étais dirigeant dans le groupe Sodexo. Je m'occupais de leur filiale maintenance. Donc, je ne faisais pas de restauration. Ça peut se voir quand on a visité l'atelier. Et je faisais tout ce qui était prestations techniques pour le compte de Sodexo. Et avant encore, j'étais dans le groupe Dalkia et Veolia où j'ai parcouru le monde un peu partout. Voilà. J'ai travaillé dans 52 pays. J'ai habité dans 7. J'ai déménagé 27 fois. Là, c'était le 27e. Voilà. Et à l'origine, je suis marin de la marine marchande, officier de première classe, capitaine de première classe de la navigation maritime, ce qui fait que je suis en fait officier pont et machine pour les bateaux de tout tonnage et toute destination. Ça, c'était ma formation d'origine. Voilà. Moi, la crise du Covid, finalement, je me suis retrouvé un petit peu capitaine de bateau avec cette entreprise qui a un peu la taille d'un équipage, je dirais. On était confinés ensemble, on travaillait ensemble. On n'a pas fermé une seule journée, finalement, et tant mieux, parce que je pense que même si c'était dur, c'était plus dur encore d'être confiné. D'accord. Et alors, justement, il y a un sujet quand même qui est assez intéressant par rapport à toi, parce que tu as fait le move d'être patron dans une entreprise et aujourd'hui devenir ton propre patron. Et alors, encore plus pendant cette période de crise et d'incertitude, tu parles, quand tu dis que tu es capitaine de ton bateau, comment on est capitaine dans une période de crise? Comment on fait? Maintenant, je mettrais plus facilement des mots là-dessus que quand j'avais 24 ans, que je sortais de l'école et qu'on m'a donné un gros pétrolier à décharger, ce qui m'a vraiment appris beaucoup de choses. Mais en fait, j'ai eu assez peur. Je pense qu'on devient capitaine en étant le plus possible soi-même et fidèle à ce qu'on est, à ses valeurs, quoi. Voilà. Donc, moi, j'aurais tendance à dire le capitaine, il doit inspirer quand même. C'est important. Je pense que vous l'avez vu avec le petit tour, quand je croise quelqu'un, il y a un peu la banane, il y a le truc. Pour moi, c'est important. Il doit inspirer, donner une vision. Et puis aussi, il y a le côté nounours. Moi, j'ai reçu énormément d'émotions de la part de mes employés. Et là, pour le coup, quand on devient un responsable patron de boîte, c'est vraiment le terme employé. C'est nous qui les faisons vivre, tous ces gens-là. Donc, il y a le côté nounours, receveur d'émotions, et puis il y a aussi le côté, c'est ce qui a manqué à HRS en tout cas, changement perpétuel, mais il faut sans arrêt se remettre en cause. Bon, là, il se trouve que moi, j'ai quitté le port et j'ai pris une tempête. C'est quand même ce qui s'est passé. Donc, j'ai pris une belle tempête même. Bon, on n'a pas fermé, mais il y a des impacts. Il y a des impacts qu'on commence à sentir, plus maintenant en sortie de confinement que vraiment pendant. Et justement, c'est une question qu'on pose souvent aux gens qu'on a interrogés, c'est comment on prend des décisions quand on n'a pas tous les éléments pour décider, qu'on navigue un peu à vue. Comment tu fais pour, dans ces moments-là, prendre des décisions? Là, j'en ai pris, c'est vrai, pas mal, récemment d'ailleurs, sur les tarifs. C'est à l'intuition, finalement. Je pense que beaucoup de patrons diront ça, mais c'est vraiment à l'intuition. Évidemment, il y a un travail préparatoire à base de tableaux Excel, de marché, de chiffres, de tout ça, parce qu'il le faut, quoi.
N'empêche que quand on prend la décision, c'est à l'intuition. Moi, je pense que la décision que je prends, j'essaie de prendre celle qui me correspond le mieux, quoi, finalement. Voilà. Ce qui est Et comment on possible finalement travaille quand comment on travaille son intuition? Parce que souvent, effectivement, la première question qu'on pose souvent, et les réponses sont très diverses, c'est comment on décide quand on doute. Et souvent, les gens évoquent ça, d'autres avec des synonymes. On parle d'être capable d'entendre les signaux faibles, ou de capable de vous parlez d'intuition. Euh, je trouve ça intéressant, mais c'est quelque chose qui semble aussi un peu vague. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de concret là-dedans? Comment on travaille son intuition? Est-ce que c'est que l'expérience, l'intuition? À quel moment on fait confiance à son intuition? Et comment on travaille sa capacité à effectivement, par exemple, avoir du bon sens, écouter les signaux faibles, toutes ces expressions-là. Est-ce que c'est que l'expérience? non, je pense Compliqué vraiment comme pas. question, hein. Non, non, je ne sais même pas si c'est une question d'expérience finalement, puisqu'il y a des très jeunes qui sont capables de prendre d'excellentes décisions, qui ont la bonne intuition dès le début. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens C'est qui... difficile dans les. Ouais. En Pardon? fait, Non, en non, fait, allez-y, mais qu'est-ce qui fait effectivement? J'essaye de. Après, c'est un podcast, on échange, hein, il n'y a pas de. Voilà, c'est pas de la radio. Et donc, Hum, qu'est-ce qui fait que. Je suis d'accord avec vous, par exemple, il y a des gens qui sont assez jeunes, mais qui sont, je dirais, pas emportés par leur stress, peut-être, qui sont capables de garder leur sang-froid. Donc, ça peut être un élément, c'est-à-dire être capable de voir les choses de l'extérieur. Être capable de regarder les choses à l'envers aussi, c'est-à-dire essayer d'avoir différents points de vue sur une problématique, essayer de regarder de l'extérieur, essayer l'envers du décor, un peu comme on dit, se forcer à ne pas stresser et se forcer à regarder les choses, essayer d'avoir un point de vue différent. Rien que de se forcer à avoir un point de vue différent, à pas avoir l'analyse que tout le monde a, pour voir comment on fait pour travailler son sens critique quand on est dirigeant. C'est ça la question en fait. Ah oui, alors si pour travailler son sens critique, moi je n'hésite pas en fait, à à expliquer le problème à d'autres, à des pairs. Je fais partie d'une association, donc le réseau Entreprendre, j'en ai d'autres. J'ai deux, trois bons amis qui sont business coach aussi. J'hésite pas à les appeler, quoi. La décision, quand elle est importante, je vais la faire mûrir dans ce genre de réseau de toute façon, avant. Mais en tout cas, pour moi, si elle est bonne, il faut qu'elle me corresponde aussi, parce que sinon j'aurais du mal à l'appliquer, je la ferai tout simplement pas, quoi. Ouais, donc que ça corresponde à ses valeurs, ça c'est clair, parce que si elle ne Mm. correspond pas à ses propres valeurs, ben, on se perd et Bah, on n'a pas l'énergie, quoi. on n'a pas l'énergie. Oui. On le fait pas, en fait. Non. En fait, ce qui est assez Ouais. marrant, ça résonne un peu parce qu'on a eu un podcast avec une personne qui s'appelle Viviane de Beaufort, qui est prof donc à la fac, et elle nous disait ce qui est assez intéressant parce qu'elle suit en parallèle, elle suit des sociétés qu'elle coach, et elle disait ce qu'elle a pu remarquer avec cette crise du Covid, c'est que les entreprises qui étaient gérées de manière agile et plus souvent par on va dire des jeunes entrepreneurs, qui avaient cette capacité de recul, qui a cette capacité de se dire ok, je me suis planté, j'avance. Ce sont ces sociétés-là qui s'en sortiront le mieux, qui s'en sortaient le mieux. Et à l'inverse, les sociétés qui étaient gérées par des gens qui étaient plutôt dans l'immobilité, et alors pour le coup, de son expérience, des gens qui étaient plutôt âgés, expérimentés, et qui étaient figés par une crise, celles-là, elles ont du mal à se développer. Et cette question d'expérience, je pense qu'elle est importante, mais dans la fameuse notion de soft skills qu'on détaille souvent dans ces podcasts, je pense que ce que tu décris, à savoir l'intuition, la manière de sentir le truc, tu sens que ça allait par là, c'est important. Et je pense que ce que tu exprimes, à savoir de dire, il y a un moment, je sens que ça va aller par là et j'emmène les gens avec, c'est assez important. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est par rapport à toi, à quel moment tu vois, quels sont les signes que tu peux développer là-dessus? À quel moment tu dis, tiens, ça peut aller par là, quoi. Je vous écoute Moi, bien. j'essaye au maximum d'écouter les clients, en fait. Ouais. Très souvent, quand il y a un truc que je ne comprends pas, j'appelle un client que je connais, je le fais parler, quoi. Le truc que j'ai mis en place immédiatement chez HRS, c'est l'enquête client. Chaque client qui nous achète quelque chose, ça peut être n'importe quoi, il reçoit une enquête. Et on le relance. Voilà. Donc ça, pour moi, il faut quand même que je colle à mon marché, quoi. Voilà. Si je fais un truc qui ne leur plaît pas, ça n'ira pas. Ce matin, j'ai passé une demi-heure au téléphone avec un dirigeant d'entreprise frigorifique, entre 8h et 8h30. C'était très sympa.
il m'a expliqué, il m'a refait le monde, lui. Voilà. Mais moi, cette discussion un peu à bâton rompu avec eux, j'en ai besoin pour prendre mes décisions. Est-ce que je me trompe dans mon message? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis bien en phase avec ce qu'ils attendent? Et là où je suis content, c'est qu'ils me disent tous ce que vous faites, c'est super, recycler, c'est vachement bien, c'est utile. Voilà. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi un aspect prix qui est primordial, quoi. D'abord, on n'est pas tout seul sur cette niche, et puis je dirais que le recyclage et l'économie dite circulaire, elle n'est pas vraiment aidée, quoi, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on balance, qu'on pourrait récupérer. Et puis aussi, c'est plus dur de prescrire du recyclage que de prescrire. Évoquer avec toi, Christophe, parce que tu es quand même un spécialiste des sujets du climat, c'est Ouais. que cette crise Covid, on a beaucoup parlé des impacts sur la manière de travailler, sur les enjeux financiers. Ça, je pense qu'à peu près tous les jours, tu as des centaines d'articles là-dessus. Ce qu'on a un petit peu plus négligé, c'est les aspects, on va dire, plus climatiques. On a tous vu des images de biches qui se baladent dans les villes, de lapins et de petits canards qui traversent les Champs-Élysées. Toi, d'un point de vue climatique, quelle est ta vision de cette crise-là? Quels sont les impacts qu'il y a eu et qui Eh ben, aura? elle a eu, en fait, je vais vous donner 2 chiffres. Elle a eu un impact hyper. Elle va baisser cette année les émissions de gaz à effet de serre de 5%, voilà, à l'échelle de la planète, et elle va repousser d'1 mois le jour d'après. Ça, c'est la crise Covid, au niveau impact. Donc, finalement, on pourrait dire qu'elle est vachement, elle a été bénéfique de ce côté-là. Voilà. Maintenant, 5% par an, c'est ce qu'il faut qu'on fasse comme économie pour arriver en 2050 à la neutralité carbone et maintenir les 2 degrés de réchauffement climatique. 2 degrés, c'est global, il faut bien le voir. 2 degrés, ça fait peut-être 15 au pôle, ça fait peut-être 1,5 à l'équateur sur la mer, et 2 degrés, c'est la Terre complète, donc ça fait peut-être 4 sur la Terre et peut-être que 1 sur l'océan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc 4 sur la, 2 degrés, il ne faut pas le prendre en se disant finalement j'enlève un pull ou je mets un t-shirt plus. Non, c'est pas ça. 2 degrés, c'est à nos latitudes, c'est le climat de Lisbonne à Paris, quoi. Voilà, et dans peu de temps. Hein. Voilà. Donc c'est vachement important en fait. C'est pas du tout quelque chose de donc ça fait ça. Et ben donc on se dit que si on veut tenir le rythme de l'accord de Paris, il nous faut une crise de Covid chaque année qu'on rajoute à la précédente. Voilà. C'est ça en fait l'enjeu climatique. Et là on se rend compte que on n'y est pas du tout dans le track, quoi. Voilà. Après, vous êtes marin. Alors le deuxième truc pour le climat, je suis là-dessus, mais en fait cette pandémie, c'est quoi? C'est des espèces qui avaient un virus et qui sont rentrées en contact avec d'autres espèces. Pourquoi? Parce que les territoires naturels rétrécissent. C'est des espèces qui se sont croisées, qui n'auraient jamais dû se croiser, et puis l'homme l'a eu parce qu'il a mangé carrément une espèce qui avait touché une autre, quoi. C'est les chauves-souris qui stockent les coronavirus à l'origine. Et si on ne va pas déranger les chauves-souris qui sont dans l'habitat naturel, ça se passe bien. Donc en fait, ce genre de crise sanitaire, on s'y attend quand même. Avec la perte de biodiversité et la réduction des habitats naturels, on s'y attend. C'est comme le renforcement des tempêtes qui sont de plus en plus fortes, on s'y attend. Voilà, ça fait partie des choses auxquelles on s'attend. Les canicules de plus en plus grandes et longues, on s'y attend aussi. Voilà. Et justement, alors, quelles sont les mesures qu'on peut prendre à notre niveau pour… Moi, après, je reviendrai peut-être sur le confinement, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé d'être, et c'est pas facile, hein, je peux vous dire, j'en ai même parfois quasiment eu petit à vomir, quoi, à se dire mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi, parce que j'ai essayé d'être le moins possible dans le problème. Voilà, donc de venir en vélo, de faire un truc qui a du sens, de se dire moi je vais essayer d'être le moins possible dans le problème et si possible de commencer à mon échelle, un peu comme le principe du colibri de Pierre Rabhi. Je pense que vous connaissez Pierre Rabhi et ses écoles du colibri, d'être le moins possible dans le problème et de faire ma part. Voilà, ce que je peux faire, je vais essayer de le faire. Voilà, de le faire correctement, sans greenwashing. Maintenant, c'est extrêmement difficile parce que ça veut dire finalement renoncer quand même à beaucoup de matériel, beaucoup de choses matérielles, et donc forcément se rapprocher de beaucoup plus de valeurs finalement spirituelles, et qui sont finalement, et c'est une bonne nouvelle, un peu la nature de l'homme, parce que ce qui différencie l'homme d'une autre espèce, c'est sa relation spirituelle et d'être un peu entre ciel et terre. C'est la seule espèce qui est là, l'homme, voilà, par rapport aux autres. Donc peut-être que cette crise, et dans le confinement, on l'a vu, nous rapprochait aussi de cette dimension beaucoup plus verticale et alignée
Voilà. Quand on est Les gens ont confiné, appris un peu à le vivre en temps… autonomie dans leur maison, Ouais. à vivre. Oui, c'est ça, ça fait la transition avec la Oui, façon de confinement. ça fait la transition. Quand on est dans ces conditions-là, et bien finalement, le temps, on court plus après, on le voit passer, c'est beaucoup plus naturel. En le voyant passer, on l'apprécie. Moi, les côtés positifs que j'ai vus aussi, c'est que j'ai eu des gens avec qui on a eu des rapports, des discussions, même si c'était par WhatsApp et numérique, auxquels on n'aurait pas pensé. Voilà, donc on a pris le temps finalement de se découvrir beaucoup plus. Ça, c'est positif. Mais c'est vrai que c'est pas du tout des choses qui sont… ça n'a rien fait de bon pour le PIB, quoi. Savoir, comme vous voulez, hein. Savoir et connaissance, il y a une différence, mais on ne va pas la faire maintenant. Là. Mais en tout cas, des gens sur les problèmes énergie, climat et environnement, elle est proche de pas grand-chose, quoi. Il y a énormément de contre-vérités. Je vais vous donner quelques chiffres, mais 14% des Américains, ils pensent que le lait au chocolat, c'est une vache marron qui le fabrique. Voilà. C'est quand même vrai, quoi. Alors qu'il y a Internet qui est à plein et que tout le monde a accès à tout le savoir à portée de touche. Voilà. Les mêmes Américains, et je pense qu'on fait pour passer au photovoltaïque et aux éoliens, c'est on met juste 300 milliards d'euros par la fenêtre. Ça n'a aucun impact sur le climat et ça n'a aucun impact sur l'emploi. C'est même pire puisqu'on importe plus. Donc, et ça, c'est une contre-vérité, mais énorme. Oui, mais tu vois, c'est comme le tri des poubelles. Ils ne le feraient pas. Ouais. Oui, en vrai, c'est très faible. Si on veut faire quelque chose pour consommer moins de carbone, il y a deux choses. On ne prend plus l'avion et on ne mange plus de viande rouge. Voilà. Et ça, c'est déjà énorme. Et on réduit sa facture de chauffage. Et ça, c'est les trois trucs qui ont le plus gros impact. Oui, mais on s'est rendu compte, par exemple, pendant cette crise, il s'est passé pour la première fois quelque chose qui ne s'était jamais passé depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il y a eu un coup d'arrêt total à la mondialisation. Parce qu'on s'est rendu compte que le paradigme dans lequel on vivait, qui était d'un… Parce que finalement, on a mis un arrêt à ce qui nous a mené à l'échec sur le terrain du climat. Oui, on a mis un arrêt à ça. En fait, notre système mondialisé, il est extrêmement performant, je dirais, quand tout marche bien. Mais il est peu résilient, finalement. Parce qu'on met un tout petit virus de rien du tout qu'on n'a même pas vu, ça a mis tous les avions du monde à terre, quoi. Voilà. D'ailleurs, ce virus est très… Pardon ? Ça fait penser pour rentrer dans une décroissance. Est-ce qu'il peut y avoir des gens qui sont tentés par une décroissance ? Mais alors là, je vais vous dire, moi, c'est même pas une question d'être tenté ou pas tenté. C'est soit on s'en occupe, on essaie de le manager et on va là-bas et on a une chance que ce soit désagréable, mais c'est un projet de vie, c'est un projet commun, donc ça va. Soit de toute façon, on va le subir parce que le monde est physique, en fait. Malheureusement, les lois économiques et nos hommes politiques ne tiennent pas compte des lois physiques, mais vous ne pouvez pas décréter par un décret du Premier ministre ou je ne sais quelle ordonnance de supprimer la gravité et que maintenant, les objets, au lieu de tomber, ils vont flotter en apesanteur. Ça n'existe pas. Et il y a énormément de choses qui se passent en économie qui sont comme ça. Si vous prenez les deux choses qui sont complètement corrélées, c'est la consommation d'hydrocarbures, en fait, d'énergie fossile, et le PIB. Ça, c'est corrélé de façon parfaitement exacte depuis 60 ans. Voilà. Donc, à partir du moment où on tape dans les réserves pic pétrolier, c'était quand même en 2005, hein, ça fait 15 ans en conventionnel. Ça a tenu le coup parce que le non-conventionnel est arrivé, donc on a pu encore augmenter. Le non-conventionnel, c'est basé que à coût d'investissement. Donc quand le prix est bas, comme actuellement, les investissements, il y en aura moins. Et puis, ça commence aussi à plafonner, quoi. C'est le schiste américain qui a tenu la croissance mondiale. Mais il ne faut pas se leurrer, ça va baisser, quoi. Et si ça baisse, si les hydrocarbures baissent, le PIB baisse. Et la corrélation, on peut la comprendre intuitivement très facilement, c'est que les hydrocarbures et les énergies fossiles, c'est un peu comme c'est Jean Covici qui dit ça, hein, c'est pas moi, je le cite parce que par honnêteté, je connais très bien Jean-Marc Jancovici, mais lui, il compare ça à des croquettes à machines. Vous prenez des hydrocarbures, vous donnez ça à manger à des machines et les machines travaillent pour nous. Et toute la productivité, tout le bien-être dont on s'est entouré, c'est uniquement parce qu'on a fait travailler des machines à coup d'hydrocarbures à notre place. Oui, puis ce qui nous entoure. Si on regarde votre bureau, là, tout autour de vous, même vos vêtements que vous avez sur le dos, la bibliothèque qui est derrière vous, le plastique qui est sur les dossiers derrière, le store qui est sur votre droite, le fauteuil, tout ce qui nous entoure est en pétrole. Quel objet autour de nous n'a pas de pétrole? Regardez autour de vous. Oui, mais ça encore, on pourrait les remplacer. Là, je parle vraiment des kilowattheures. J'ai un autre exemple. En plus d'énergie. Je vous dis deux ordres de grandeur. En fait, un opérateur par exemple, d'un haut fourneau à Marseille, il a la puissance physique de 1 million de personnes. Voilà. Donc, lui, avec son joystick, hop, comme ça, il va contrôler la force d'1 million de personnes. Voilà. Si vous mettez quelqu'un sur un vélo et que vous récupérez son énergie, la dynamo,
vous allez le faire travailler 3 mois et vous allez récupérer 1 kWh, 10 kWh par exemple. Et 10 kWh, c'est ce que vous avez dans 1 litre d'essence. Donc, vous faites travailler 3 mois ou alors vous achetez 1 litre d'essence à 1,5 €, ce qui est très cher pour beaucoup de gens, mais voilà, leur idée, elle est là. C'est ça qui nous a rendu véritablement des surhommes. C'est cette énergie dont on ne se rend plus compte, qui est totalement abondante et qu'on fait travailler les machines à notre place. Donc, à partir du moment où j'ai une contrainte, quel que soit le prix d'ailleurs, en volume de cette énergie, je fais travailler moins de machines. Si je fais travailler moins de machines, je leur donne moins à manger, elles produisent moins. Et donc, je suis en récession. Et ça, c'est physique. C'est une chose qui est totalement physique et facile à comprendre. Voilà. Ouais, alors après, moi là où je rebondis sur ce que tu disais, on ne peut pas faire contraindre par une loi de faire changer certaines choses. Ok, sur cet aspect physique, je suis d'accord. Après, il y a aussi une responsabilité, je pense, de nos gouvernements. Là, on a ouvert les vannes pour des prêts et autres. Je pense que, tu vois, quand tu compares la crise de 2008, où les mecs, ils avaient ouvert les vannes sans contrepartie, cette fois-ci, sur la crise de 2020, quand tu vois dans le secteur automobile, je pense au secteur-là, ils ne vont pas faire des chèques en blanc. Il y aura quand même des contreparties, et je l'espère, dans ces contreparties qui sont en train d'être négociées en ce moment, où le climat et l'environnement sera dans la balance, quoi. J'attends de voir. On a travaillé avec le Shift Project à tout un tas de mesures concrètes qui pourraient remplacer, pour relancer l'économie et justement favoriser la décarbonation de l'économie. Vous êtes sur le chiffre du Shift Project, vous les verrez. Moi, j'ai regardé les propositions qui ont été faites. Ça a du vrai sens, mais aujourd'hui, je dirais malheureusement, quand on propose ça aux politiques, c'est pas du tout vendeur, quoi, parce que le premier, ils se disent, mais avec un truc comme ça, je serai jamais réélu, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Le problème, voilà, c'est que qui peut décider à un moment donné d'imposer à une population de perdre en confort, quoi. Qui peut se faire élire et avoir un programme politique c'est très culturel. C'est culturel. On dit qu'il y a une crise du logement en France, j'entends, mais en 2020, on a 45 mètres carrés de logements construits et chauffés par personne en moyenne. En 70, c'était 15. Voilà. Moi, quand j'étais enfant, on était 3 dans la chambre. Ça posait de problème à personne. Aujourd'hui, c'est plus possible. Bon, il suffit qu'on revienne culturellement à quelque chose bien sûr, comme 15 mètres carrés et vous divisez par 3 les émissions de gaz à effet de serre des logements français, puisqu'ils sont 3 fois plus petits. Et tout est comme ça. La Renault qui vient de sortir, là, la dernière Renault petit modèle, elle fait le poids de la plus grosse voiture du début des années 90 de chez nous. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez… les voitures ont grossi comme les humains, en fait. Tout a grossi en même temps. Mais complètement. Il y a un point qui est intéressant parce que tu vois, tu dis c'est une question de culture et en fait, on se rend compte aussi d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Globalement, il y a quand même des approches différentes. On parle de l'Allemagne, qui est un sujet, qui est un pays que j'affectionne particulièrement. Eux, depuis les années 80, il n'y a plus de sacs plastiques et c'est évident que les mecs ont tous… J'entends, mais l'Allemagne ne fait absolument rien pour baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Ils font exactement le contraire. Alors, il y a bien quand même une contre-vérité à dire là-dessus, c'est que les Allemands sont à peu près à 12 tonnes de CO2 par an et par habitant, en comptant leurs exportations, peut-être 13, un truc comme ça. Les Français, en comptant les exportations, ils sont à moins, à 10 ou 9. Voilà. Est-ce qu'il y a des pays qui sont des bons élèves en matière de protection de l'environnement ? Ceux qui peuvent se le permettre, c'est-à-dire ceux qui ont beaucoup de rivières. Voilà, ceux qui ont beaucoup de rivières, peu de population et du relief. Donc ça permet de faire ça permet, voilà, ou des forêts, ça permet. Donc ceux qui ont de la biomasse, peu de population et des montagnes pour faire des barrages. Ceux-là, ils vont réussir. Mais faites des barrages en Belgique. La Norvège, qui sont les premiers extracteurs de pétrole en Europe, quasiment. C'est aussi les pays riches. Alors ils l'utilisent, mais ils crament pas tout. Ils ont mis ça quand même dans un fonds souverain. Oui. Ils sont milliardaires parce qu'ils vendent leur pétrole. Et donc… Pour revenir au colibri, comment on peut être un peu concret pour nos auditeurs, comment on peut être un colibri quand on est chef d'entreprise ? Sachant qu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont parfois chefs d'entreprise. Moi, j'écoute vachement voilà, une phrase de Gandhi qui m'a beaucoup inspiré. C'est, alors je vais la dire telle que je l'ai comprise, mais c'est « Sois le monde que tu voudrais voir, en fait, que tu voudrais être ». Voilà. Il faut déjà se l'appliquer à soi-même. Voilà. Donc, et à partir de là, finalement, c'est pas mal parce que quand on commence à travailler un peu sur son intérieur et à s'améliorer soi-même, finalement, on regarde son environnement avec des yeux différents puisqu'on a changé et on voit des solutions. Voilà.
Donc, moi, je pense que, et d'ailleurs, le plus dur, c'est tellement bien le changement pour les autres, et tellement, si les autres changeaient, pas moi, ça serait vachement bien, quoi, finalement. On se dit souvent, mais, mais je pense que c'est peut-être exactement ce qu'il faut faire. Ce serait peut-être moi commencer à changer et pas m'occuper de ce que font les autres. Voilà. Et après, chacun a sa réponse. Pardon. Chacun a sa réponse, chacun son cheminement. N'empêche que ce que je trouve d'extrêmement positif avec cette crise du Covid, c'est que c'est la première fois qu'on a pris une décision qui n'était pas une décision économique. On a dit on va mettre l'économie par terre pour sauver des vies. Ça s'est quand même jamais fait. On a sauvé 30 000 vies, c'est très bien. Je pense que si on n'avait pas confiné, je m'étais fait un petit tableau Excel pour stimuler ça à partir des R0 là, du Covid qui était à 2,5 sans confinement. Bon, on aurait eu très probablement dans les au moins 400, 500 000 morts, quoi. Alors, c'est beaucoup, mais chaque année, il y a 600 000 personnes qui meurent en France. Chaque jour, il y a 400 000 personnes qui meurent. Et chaque jour, il y a 800 000 personnes qui naissent. Voilà. Ça donne des ordres d'idées. 30 000 personnes de morts en France par le Covid, 60 000 par l'alcool, à peu près autant par le tabac. Les suicides, c'est à peu près pareil que le Covid, 30 000, où sont les psychiatres. Donc, je pense que le Covid, il avait aussi un aspect extrêmement politique, à savoir que ce que voulaient absolument éviter tous les gouvernements de la planète, c'était d'avoir des morts en dehors des hôpitaux, d'avoir des morgues sur des patinoires, ce genre de choses, parce que ça, c'était évidemment la non-réélection assurée. Mais je ne suis pas certain que le Covid, je sais que je vais me faire peut-être allumer en disant ça, va beaucoup faire bouger la courbe de mortalité même du monde. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y a eu une interview de Bernard-Henri Lévy avec ses qualités et ses défauts, mais il disait que cette histoire de crise de Covid, il y a quand même eu un truc qui était extrêmement anxiogène, c'est que tous les soirs à 20h, on avait ce rendez-vous avec ce ministre qui nous lisait les chiffres comme ça de manière très morbide. Aujourd'hui, hop, on a 400 morts, etc. Et il disait c'est une source d'angoisse qui est forte. Et il disait imaginez 30 secondes qu'il y ait tous les jours ce même rendez-vous et qu'on fasse le même bilan sur le nombre des mecs qui sont morts sur la route, rien que le cancer. Si on prend une échelle un peu plus grande, le nombre de morts à cause de la faim dans le monde tous les soirs. Mais on serait tous en dépression chronique. Mais la fin du monde, c'est un scandale incroyable, quoi, parce que ça serait quand même facile à résoudre. Enfin, il y a des aberrations incroyables. La fin du monde, je crois que l'ordre d'idée, c'est 15-20 millions de personnes meurent de faim par an. C'est quand même... Donc, allez, un bon tiers de la France meurt de faim par an, quoi. C'est ça dont il s'agit, quoi. Ouais. Alors que quel accord protéinique il faut, alors que dans le même temps, 80% des champs qui nous entourent, quand vous êtes dans la campagne en France, 80%, c'est pour nourrir un cheptel qu'on va manger, quoi. Alors, on fera peut-être bien manger directement ces plantes-là et puis donner celles qui restent à ceux qui en ont vraiment besoin, quoi. Mais c'est tout à fait à notre portée de résoudre ça, quoi. À résoudre la faim dans le monde, certainement, avec les problématiques politiques et logistiques que ça implique, mais oui. Et donc, toujours est-il que c'est vrai que sur cette question d'approche du Covid, il y a eu quand même des choses positives qui en ressortent. C'est qu'on a quand même tous été obligés à un moment de se poser certaines questions à chacun à notre échelle. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants demain, en fait? Oui. On s'est posé ça comme question et on a pris des décisions qui n'étaient pas que économiques. Et ça, je pense, c'est la première fois quand même. Moi, je vois ça en tout cas. Voilà, ça oui, c'était très bien. On s'est rendu compte que finalement, l'argent n'était pas un problème. Les fameux 3%, tout ce qu'on veut, bof. On va faire 7. Ah oui, tiens, on va faire 7. On appuie un peu sur le bouton de la planche à billets quand on a un état et puis ça se fait, quoi. Le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cet argent-là. Et si c'est pour refaire business as usual, c'est pas la bonne chose. Mais aujourd'hui, le plan B, il n'existe pas, en fait. Il n'a jamais été étudié. On n'a pas étudié qu'est-ce que doit devenir, si on veut. Encore une fois, il faut qu'on perde 5% de gaz à effet de serre chaque année, donc un Covid par an, jusqu'en 2050. Ce plan, il n'existe pas. Voilà. Ce plan, il n'existe pas. Comment je vais faire dans une économie en récession, parce que c'est ça dont il va s'agir, quel est mon plan avec moins de moyens pour aller dans ce sens-là. Et si je ne le fais pas, si je vais vers 2 ou 4 degrés, d'abord on dit toujours 2 ou 4 degrés en 2100, mais en 2200 c'est combien? C'est 15. Vous voyez, on arrête ça à 2100, mais la courbe elle continue d'ailleurs. 2100 c'est pas la fin, c'est juste ça continue encore, quoi. Donc
pour moi, il faut le faire. Et si je reprends l'image de la navigation, et ben, n'empêche qu'un voilier, le voilier, je ne sais pas si vous avez connu la longue route 2018. On a fêté en 2018 les 50 ans de la longue route de Bernard Moitessier. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est mythique, c'est le Golden Globe. Donc, il y a une organisation, Guy Bernardin a organisé la longue route 2018, qui a été ouverte à tous les gens qui voulaient faire, en fait. Donc, c'est une sacrée navigation. Oui, il fallait partir d'Europe sur un bateau, pas un bateau de course, hein, le faire à sa façon, à son rythme, et revenir dans les latitudes au-dessus de 45 degrés nord. Voilà. Et ben, celui qui a fait un carton, c'est un bateau de série de 9,50 m, Pierre-André Huglot, je le cite ici, très inspirant, qui a fait ça sans instrument de navigation, qui a débarqué son moteur pour qu'il aille plus vite, qui a enlevé tous les enrouleurs et tous ses gadgets parce qu'il dit que c'est toujours ça qui ne tomberait pas en panne. Du coup, il n'a eu aucune panne. Voilà. Il y a eu 50 mètres carrés de toile à manier, donc plutôt modeste, mais au moins il y arrivait. Voilà. Il a fait 5 nœuds de moyenne sur le fond, c'est juste incroyable. Et il est rentré, je ne dirais pas frais comme un gardon parce qu'il ne peut pas l'être, mais en tout cas heureux. Et pour moi, il a fait une démonstration qu'un bateau, même à tout un paquebot, ne fait pas ça. Il n'a pas l'autonomie, quoi. Voilà, c'est tout simplement pas possible. Voilà. Donc il a utilisé son environnement, et je pense que la vraie intelligence, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup une définition d'intelligence qui dit ce qui est parfait, c'est qu'on ne peut plus rien enlever. Peut-être qu'il faut retrouver aussi ce genre de démarche. Voilà. Aujourd'hui, on déplace. Je continue sur la métaphore maritime, mais je ne le raconte pas souvent, mais j'ai écrit un bouquin que j'ai sorti il y a 2 ans, qui est un livre qui s'appelle la Bible de la cuisine à bord, et où il y a toutes les règles d'avitaillement, de conservation des aliments, etc., que j'ai sorti chez Zerac, je fais ma pub. De qu'est-ce qu'il faut oublier, pas oublier sur un bateau, parce que c'est un livre qui est beaucoup à destination des skippers qui partent 5 semaines, 6 semaines sur un voilier. Qu'est-ce qu'il faut emmener, qu'est-ce qu'il ne faut pas emmener, et le débat est long, chacun y va de son petit conseil, etc. Et moi, en tout cas, mon expérience, c'est qu'il y a quelques éléments qu'il ne faut pas oublier, mais souvent, on en prend beaucoup trop, toujours. On en prend beaucoup trop. On emmène toujours beaucoup trop de. On est boulimique. On a toujours tendance à. On n'en emmène pas tant que ça par rapport à ce qu'on a à terre, une infime partie. Et en fait, on n'a pas besoin de tout ce qu'on emmène. On vit très, très bien avec peu de choses. Hein. On est très heureux avec peu de choses. Il ne faut pas avoir peur. Oui, bien sûr. Non, il ne faut pas avoir peur. Voilà, il y a beaucoup de peur aussi. Je pense que la peur, peut-être, a fait plus de mal que le Covid lui-même dans cette période. Ça, c'est sûr. C'est sûr que quand tu vois la réaction des gens qui ont peur de revenir au travail, qui ont peur d'aller prendre les transports, etc., la notion de peur et la notion, on va dire, psychologique de cette crise, on ne la mesure pas vraiment, mais sur certaines populations, c'est dramatique. On parle des hypersensibles. Tu as des gens qui vraiment vivent très très mal les choses, quoi. Et nous, on commence à le voir sur les entreprises. Tu as des salariés, on commence à enlever le couvercle de la marmite. On commence à voir qu'il y a des choses pas très belles qui vont arriver parce qu'il y a des gens qui se sont abîmés pour tenir, pour faire face, pour tout ce que tu veux. Et en fait, derrière, je pense qu'il y aura des burn-out accélérés, quoi. Et des craquages qui vont arriver en chaîne, quoi. Moi, j'ai plutôt le sentiment inverse. J'ai l'impression que les gens sont sortis quand même. Il y a plein de gens qui disent, mais moi, j'aimais bien le confinement. En fait, on n'était pas si mal. Et finalement, c'est peut-être aussi l'entreprise, parfois, pas toujours, mais certaines entreprises, certains environnements professionnels qui peuvent être assez toxiques. Et on voit qu'il y a de plus en plus de burn-out, aussi parce que peut-être le monde dans lequel on vit a augmenté la pression sur les cadres, notamment. Et donc, il y a plein de gens, en tout cas, alors c'est vrai que c'est mon entourage, c'est plutôt des cadres, hein, mais plein de gens qui se sentent libérés, qui se sont sentis un peu libérés dans le cadre du confinement. Hein. J'ai l'impression de respirer un peu aussi. Hein. Alors, je oui, le ciel était quand même beau. Les nuits magnifiques. À Paris, j'ai jamais vu des nuits aussi magnifiques depuis longtemps. Je ne sais pas si on a eu un Vénus merveilleuse près du soleil pendant toute la première partie du confinement. Ça, c'était quand même... Vous avez quelle terrasse, vous, alors? Ouais, je ne la voyais pas souvent comme ça, aussi claire. Hein. Les couchers de soleil avaient changé de tête aussi, vraiment, pendant le confinement. Vraiment. Hein. Et puis même pendant la journée, on le voyait bien aussi. Il n'y avait plus toutes ces zébrures dans le ciel. Moi, ça me faisait penser à des cicatrices, en fait, qu'on ferait un peu dans le ciel. Quand je prenais l'avion et que je regardais, parce qu'à un moment, j'ai pris l'avion, mais beaucoup trop, quoi, évidemment.
Donc, je regardais toutes ces villes éclairées et je me disais où est-ce qu'il n'y a pas d'impact de l'homme? Il n'y en a plus. Et tous ces éclairages artificiels à terre, je me disais, tiens, on dirait comme finalement un saignement de la terre. Prenons-nous en main et on ne sait pas où on va, bien sûr, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on reste là où on est après ce Covid. Et je vois la jeune génération finalement beaucoup moins de problèmes. Eux, ils savent très bien qu'ils vont avoir un monde différent, ils savent très bien qu'ils ne pourront pas leur dette. Ça ne les empêche pas d'être heureux et je trouve que les jeunes qui s'intéressent à ces soucis-là, ces problèmes-là sont très inspirants. C'est surtout à eux que moi je m'adresse et que je pense. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Et si celui-ci vous a plu, vous pouvez nous laisser des commentaires, bien sûr, un petit message, ça fait toujours plaisir, ou m'envoyer un mail à sabatier, sabatier, @1862-6legal.com. À très vite!